Leurs priorités d'investissement, elles sont sur le stockage, elles sont sur 4 grands domaines. Donc on voit toute la mouvance autour du flash, full flash ou hybride, hein. Enfin, en tout cas des systèmes qui embarquent des technologies très très performantes. On voit un abandon un peu de la technologie disque au profit de ces nouvelles technologies. Tout ce qui est software defined storage, donc tout ce qui est environnement virtualisé, logiciel autour du stockage. Donc, on l'a vu avec le rachat de Utility par exemple, qui est un exemple très très probant. Associé à ça, l'hyperconvergence d'infrastructure, hein, c'est massifier, on va dire, le matériel pour faire des briques unitaires plus faciles à déployer et plus faciles à gérer. Et enfin, on voit aussi l'apparition d'infrastructures de stockage d'objets pour gérer de gros volumes de données. Notamment, on voit principalement dans tout ce qui est projet Big Data, Hadoop et autres, et aussi sur des projets où on va faire du machine learning ou du deep learning. On va chercher du stockage d'objets très très capacitif, très très volumineux et très très scalable. Notre vision pour demain, par rapport à ça, et je vous invite à voir l'étude, comme dans l'étude, parce qu'il y a plus de 32 questions, il y a beaucoup d'analyses autour de ça et beaucoup de données à analyser. Ce qu'on voit quand même, c'est que face à cette prolifération de données, à la fois en termes de volume, à la fois en termes de variété, à la fois en termes de valeur, on se doute qu'à un moment donné, humainement, on va avoir du mal à gérer, donc il va falloir être outillé avec des outils intelligents pour permettre de faire tout ce travail de tri, de sélection, de catégorisation de la donnée et y allouer les bonnes ressources de stockage pour mieux les gérer au quotidien. Ce qu'on voit aussi, c'est que de plus en plus de DSI qui commencent à développer des catalogues de services propres aux services de stockage avec différentes catégories en fonction de la performance, la criticité, la valeur, la disponibilité. Donc ce qu'on voyait dans le monde de l'IT Service Management de manière générale avec des catalogues de services, on le voit même sur des purs services de stockage. Alors pourquoi? Notamment pour les gens qui développent du deep learning, c'est qu'ils ont besoin de pouvoir se faire très rapidement dans l'entreprise à ce type de service avec un certain nombre de critères pour la sélection des bonnes infrastructures. On va aussi clairement vers une approche qui est très très hybride, c'est-à-dire à la fois du on-premise, à la fois de l'infrastructure as a service extérieur, soit sur des cloud providers comme le cloud manager, soit des clouds publics, et souvent du multi-cloud. Les clients ne peuvent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, ils sont plus dans une logique, si je vais dans le cloud, ok, mais je vais quand même considérer qu'un acteur unique peut être un nouveau vendor lock-in, comme je l'ai connu avec les éditeurs ou les constructeurs à l'époque. Donc ils essaient d'éviter ça et de pouvoir tirer le meilleur de chaque offre proposée. Focus sur quoi aujourd'hui? On souhaite être un leader sur une approche bimodale que sont la transformation des data centers et puis toute la partie mobilité, IoT, sur notre partie, on trouve toute la partie, on va dire toute la partie arrobage, qui nous permet de faire, je dirais, d'être plus proche des objets. Tu as dit plein de choses, c'est génial, parce que je vais peut-être mettre un peu de produit sur ce que tu as dit. Et en gros, on n'a pas répété, mais on est quand même complètement aligné là-dessus. Mais bien évidemment, alors tout le monde ne fera pas des voitures connectées, mais en tout cas, tout le monde voudra monétiser ces puits de données. Donc ça, c'est un marché fort, et bien évidemment, vous êtes au courant, toute la partie, on a rebaptisé toute la partie contexte, donc c'est tout un certain nombre d'offres aujourd'hui qui nous permettent en tout cas de prétendre pour les clients de devenir un joystick assez intéressant, beaucoup plus intéressant qu'on pouvait l'être avant, puisque vous avez entendu parler de OneSphere, par exemple, un OneView, donc une lecture très simple, très posée, avec des investissements internes ou externes qui nous permettent aujourd'hui soit d'aller plus vite pour impacter ce marché. Mais la vraie, on va dire, l'étape d'après, d'accord, dans laquelle on est déjà, en gros c'est ça, d'accord, c'est de rendre demain une grande autonomie à nos clients, avec bien sûr énormément de vertus associées à ça, hein, du cost saving, du time to market, de la résilience, mais tout autour de ça, fourni via le rachat de Nimble. Donc, tu parlais d'intelligence artificielle tout à l'heure, donc ça, c'est notre vision, d'accord? Ça, c'est notre stratégie. Très important, et on va étendre sur la totalité, je dirais, de notre gamme. InfoSight sera porté, ou est porté
c'est imminent, on va dire janvier-février, donc là, il y a l'annonce pour que ce soit porté sur la partie 3 parts, et qui permettra justement à nos clients, à nos partenaires, service providers, aller dans cette dynamique d'autogestion, d'auto-réparation, d'auto-optimisation. Tout ça très intéressant. Fossac, vous en avez entendu parler, j'imagine, un côté très communautaire, un côté très très intéressant pour les clients, mais je vais pas m'y étendre plus longtemps que ça. Là, c'est toute l'offre, justement, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure. Donc, backbone de stockage sous toutes ses formes, avec, on va dire, du stockage traditionnel, que vous connaissez bien, toute la partie hyperconverge. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a renforcé notre offre autour de l'acquisition de SimpliVity, des partenariats assez stratégiques, de l'innovation autour de... donc on disrupte le marché sur les serveurs avec Composable Infrastructure, qui se trouve ici. Pour certains, j'espère que vous connaissez bien. Donc voilà, on apporte de l'automation, on apporte du service supplémentaire, on apporte aujourd'hui tout ça pour justement répondre, je dirais, aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Si je fais un focus plus particulièrement sur le flash, alors c'est marrant parce que je venais rencontrer un certain nombre d'entre vous depuis 2-3 ans. Moi je suis arrivé à peu près il y a 3 ans, quasiment, parce que je suis rentré le 2 février. Donc c'était il y a 3 ans. Et vous vous rappelez, on s'était croisés à peu près à ce moment-là, vous vous rappelez un petit peu le flash, on parlait du flash. Est-ce que le flash va fonctionner? Est-ce qu'aujourd'hui... Et puis finalement, c'est exactement ce qu'on a vécu. On était sur un marché de niche, on était sur un marché où on extrayait, d'ailleurs beaucoup de nos concurrents se sont positionnés là-dessus, c'est-à-dire on extrayait l'application qui avait besoin absolument d'un anneau pas possible. Ils étaient un petit peu à l'avant à l'époque, et on a bien œuvré pour faire comprendre que le flash était pour tous. Et on y est maintenant, on est dans un marché. Je voulais introduire rapidement la gamme pour vous montrer qu'elle était simple, qu'elle était belle, elle est jolie. Non mais c'est beau, hein. J'aime bien ce slide. T'as pas mis de passer de jaune, hein. Et j'ai pas, non mais moi ça je laisse ça, attends, il y a un copyright, c'est Michel. Donc je mets pas de basket jaune quand il est là. Donc voilà, donc vous connaissez tout ça. Bon, dernière sortie, la 9250, qui plaît énormément, qui a été référencée chez un certain grand nombre, enfin, un nombre de grands groupes, parce que un rapport prix-perte qui plaît énormément, l'arrivée de l'immeuble, d'accord, très intéressante, une scalabilité assez forte sur le sujet en scaling et en scale-out. Vous démarrez à 9 terrains, vous finissez à 2 pétards. C'est des choses, à mon avis, qu'il faudra qu'on regarde assez rapidement côté service provider. SimpliVity, sans trahir de secret. D'avoir répondu à ce panel. Donc, je vous propose donc de commencer par une présentation rapide de vos entreprises, de vos fonctions, et ensuite on adressera la partie projet et puis les next steps à l'avenir. Je propose donc de commencer par Guillaume. Donc, Guillaume, vous êtes DSIN, donc directeur des systèmes d'information du numérique de la ville de Versailles et de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc. Quand j'ai préparé ce panel, j'ai fait un peu de recherche sur Internet. Vous avez notamment sur LinkedIn, j'ai vu que vous aviez un parcours assez impressionnant, à la fois geek, entrepreneur dans l'âme. Vous êtes passé aussi par Epitech, et vous étiez aussi chez IT4Model, et ici l'année. Et toujours dans ma recherche, je crois que c'est le dernier numéro de la lettre de Versailles. Il y a un gros dossier qui met en avant le nouveau site, lancement du site internet, avec plein de services digitaux pour tout ce qui est formalité, des cartes, des passeports, développement de la fibre, mais aussi un partenariat avec Waze pour tout ce qui est affichage en temps réel des places de parking disponibles dans la ville. La SLA aussi. Il faudrait prendre le micro, je pense. Je vais parler plus fort. Voilà. Et aussi dans l'usage digital, aussi l'affichage en temps réel des bus.
Donc c'est pas étonnant donc, que la ville de Versailles soit parmi les plus connectées des villes de France. On essaye d'être parmi les plus innovantes. Alors, première question, Guillaume, la transformation numérique des collectivités locales est en marche, sans jeu de mots. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? L'enjeu déjà pour les collectivités territoriales, il est législatif, puisqu'on a plusieurs deadlines qui sont liées aux nouvelles lois. Celle d'octobre sur la dématérialisation des marchés, celle de janvier 2019 sur la dématérialisation de la facturation. Donc on est obligé nous-mêmes, puisqu'on impose aux entreprises de le faire, de se restructurer et de se moderniser pour passer au full démat. Alors le full démat, ça fait des années qu'on l'entend dans toutes les entreprises et dans toutes les collectivités. En revanche, là on y est contraint. Et à Versailles, on a décidé de le faire avec un socle bus, un Ixibus, d'un de nos partenaires, et d'imposer à tous nos partenaires et prestataires de se connecter au travers de ce bus sur une architecture linéaire, ce qui nous permet d'être beaucoup plus souple et beaucoup moins dépendant des fournisseurs. Dans cette transformation numérique, quelles sont les grandes priorités, les grands challenges? Au-delà de la modernisation de tout ce socle, notre priorité c'est apporter un service moderne et innovant aux administrés, puisque c'est notre rôle, apporter un service aux administrés, un service toujours en ligne, toujours accessible, et qu'il n'y ait pas de différence entre le fait qu'ils puissent commander à 2 h du matin sur un site marchand un équipement, comme s'ils souhaitent régler ou commander une prestation, ou réserver une salle, ou payer à la cantine de leurs enfants, ou réserver un rendez-vous pour aller faire un passeport, ou quoi que ce soit, tous les services que rend une collectivité, qui puisse aussi le faire en ligne à n'importe quel moment du jour et la nuit. Donc notre enjeu aujourd'hui est vraiment de pouvoir assurer des services à hauteur de ce que l'administrat attend et ce qu'il a l'habitude d'avoir dans sa vie courante, depuis son smartphone, depuis n'importe où, pouvoir aller chercher n'importe quel service dont il a besoin, que ce soit un service rendu par l'administration territoriale ou par une entreprise privée, quel qu'il soit. Et le Grand Paris, c'est un méga projet. Est-ce que c'est une chance, c'est un accélérateur ou un frein au niveau? Alors à notre niveau, au niveau des Yvelines et de Versailles Grand Parc, nous ne sommes pas concernés. Parce que le Grand Paris se limite au département limitrophe de la Petite Couronne. Donc nous, pour le moment, nous ne sommes pas directement concernés. Évidemment, il y a des enjeux territoriaux qui nous concernent, avec la ligne 18, par exemple, qui va venir jusqu'à Versailles, avec les Jeux Olympiques. Donc toute cette structure et toute cette mobilité que crée, et ce dynamisme que crée le Grand Paris, le territoire et Versailles en bénéficient et va en bénéficier, mais c'est que des retours indirects pour le moment. Merci Guillaume. Xiao Feng, bonjour. Bonjour. Vous êtes DSI du Crous de Paris. Alors quelques mots sur le Crous, vous pourrez compléter. Donc c'est le Centre régional des œuvres universitaires scolaires de Paris. Donc c'est la mission de favoriser l'amélioration des conditions de vie et des études des étudiants de l'Académie de Paris. Donc c'est différents services, c'est à la fois le logement, les aides, l'accueil, l'animation. Et c'est une volumétrie assez impressionnante, puisqu'il y a 340 000 étudiants, 18 restaurants, 36 cafétérias, 70 restaurants, et c'est 3,5 millions de repas par an, 6 700 logements, 57 000 bourses. Donc c'est un gros dossier, une grosse activité. Et pouvez-vous nous dire votre mission au sein du Crous en tant que DSI, c'est quoi le quotidien? Au quotidien, on est obligé de travailler les moyens que nous possédons pour faire communiquer l'ensemble des systèmes d'information du Crous, aussi bien la partie métier que la partie bureautique, pour l'ensemble des usagers, pour que chaque agent du Crous puisse apporter des services aux étudiants, aussi bien au niveau de la restauration, c'est-à-dire qu'on a du trafic en temps réel avec une monétisation du système d'encaissement dans les restaurants. C'est tout en réel, c'est-à-dire que tous nos systèmes doivent fonctionner. Il y a un porte-monnaie électronique en temps réel, c'est-à-dire que lorsque vous passez à la caisse, j'ai retrouvé
trouver le micro, c'est bon. Lorsque vous passez en caisse, donc, il y a une traduction en temps réel sur le compte bancaire en ligne qui s'effectue. Tout cela, c'est nous qui mettons en œuvre pour que l'étudiant puisse déjeuner, avoir les services nécessaires, avoir les documents nécessaires, paiement en ligne, des choses comme ça. Donc voilà, ça fait beaucoup de trafic et beaucoup de sites sur l'intégralité du protocole. Merci. Gilles, bonjour. Donc, vous êtes directeur général et cofondateur de la société Adista, un opérateur de services hébergés qui a été fondé il y a plus de 30 ans, et vous étiez déjà visionnaire à l'époque dans la relation à la convergence de l'informatique et télécom, aujourd'hui qui est sous le terme cloud computing. Donc aujourd'hui, vous êtes le premier opérateur national de proximité avec un réseau de 25 agences, 7 data centers, 400 collaborateurs et 6500 clients. C'est une histoire intéressante puisque aussi vous avez su évoluer, je dirais de revendeur, intégrateur, à développer la valeur pour être aujourd'hui là où vous êtes avec cette activité d'opérateur de services hébergés. Donc, est-ce que vous pouvez nous décrire votre infrastructure, votre mission, puisque le nerf de la guerre, c'est la qualité de l'infrastructure, tiers 1, tiers plus. Absolument. Le côté disponibilité et sécurité est quand même un des prérequis et un attendu de tous les clients. Alors, effectivement, nous, on a un passé historique d'intégrateur. On avait installé des serveurs compacts à l'époque PHP, un partenariat de longue date chez les clients. Et puis, on a anticipé un petit peu l'arrivée du cloud. Ça fait une vingtaine d'années maintenant, en créant un premier data center. Et aujourd'hui, une de nos originalités, c'est d'être à la fois opérateur télécom et hébergeur et infogéreur, c'est-à-dire de pouvoir fournir l'intégralité de la solution en mode travail à distance à nos clients. C'est-à-dire qu'il y a au moins un responsable unique quand les clients choisissent de travailler avec nous. Et donc, ça s'appuie sur une infrastructure qui est double, une infrastructure de télécommunication avec des réseaux, des postes, des fibres, et puis un réseau de data center en prod, et puis quelques locations pour compléter. Mais on est propriétaire et administrateur au sens technique de quelques milliers de serveurs et quelques centaines de mails, pour l'essentiel effectivement HPE depuis longtemps, avec un mix aujourd'hui assez large. Pratiquement tous les modèles qu'on a vus sur la dernière diapo précédente existent dans nos data centers, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas un besoin de stockage, mais il y en a des multiples et variés en fonction de l'usage du client, de la durée de stockage, des problématiques de pérennité, avec des capacités de réplication, etc. Donc ça oblige à avoir un panel de solutions. On ne peut pas aujourd'hui se contenter d'un produit unique qui serait le sésame vers tout ça. Donc une large gamme de produits et essentiellement HPE. Merci Gilles. Xavier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur technique et perspective de CRIS. Quelques mots, je l'ai noté, vous pouvez compléter. Donc, vous êtes numéro 1 des enseignes d'optique en France. 4 millions de clients, 3 marques. Donc à la fois la vision, l'audition, 6 000 opticiens, et ce qui fait que vous êtes le premier employeur du secteur en France. Alors, je pense que l'impact du digital est au cœur de vos métiers. Je pense que c'est un de vos fers de lance. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, effectivement, le digital est au cœur de nos préoccupations et est devenu aussi aujourd'hui au cœur de notre métier. C'est un de nos axes de différenciation vis-à-vis de la multiplicité des acteurs qui existent sur notre marché, qui est un marché extrêmement concurrentiel, qui se fait aussi concurrencer par des pure players sur Internet. Et nous, à partir de là, compte tenu de ce constat, on doit apporter une solution différenciante, innovante à nos clients pour pouvoir continuer à exister. Merci. Il y a aussi quelque chose que j'ai noté en préparant cette interview, c'est que vous avez fait le choix de développer votre propre application qui s'appelle Convergence et qui a vocation de connecter les magasins avec l'usine de production. Tout à fait. Nous avons fait le choix il y a très très longtemps, même bien avant que moi j'arrive dans le groupe, de rester éditeur de notre système d'information. Et ça fait partie de nos avantages puisque nous maîtrisons du coup la chaîne informatique de bout en bout. Nous avons une capacité d'intégration avec des solutions tierces qui en sortent facilitées puisque nous avons une forte capacité de réaction. Et l'intégration effectivement avec notre usine, puisque sur le métier de l'optique,
Nous maîtrisons là aussi toute la verticale du produit, puisque nous sommes fabricants de verre. Nous sommes fabricants de verre en France, c'est une de nos spécificités. L'ensemble des verres qui sont vendus sous nos marques dans nos magasins sont fabriqués en France dans les ateliers. Merci. Je vous propose maintenant qu'on rentre dans l'aspect projet. Guillaume, vous avez fait récemment un projet de refonte de votre infrastructure. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur ce projet, le contexte? On a dû se doter, dans le cadre des projets de modernisation qu'on mène, d'une nouvelle infrastructure de stockage pour justement pouvoir accueillir toutes les données propres aux administrés et aux utilisateurs internes, puisqu'on nous on est obligé de conserver ces données en local, puisque le cloud souverain sur le territoire n'existe pas encore de manière assez performante par rapport à ce que nous on attend et nos besoins. Donc on a décidé d'acquérir de nouvelles baies. On a acquis, après avoir fait divers tests avec divers constructeurs, celle qui nous paraissait la plus performante. Et je ne dis pas ça parce que HP est là, mais en tout cas on s'est doté d'une HP 3 parts. On a acquis 2 fois 100 Tera en full flash et 50 Tera supplémentaires x2 encore par la suite pour répondre à nos besoins et en performance et en capacité. Et après l'utilisation, quels sont les bénéfices en fait, que vous pouvez nous partager? Alors aujourd'hui, avant même le bénéfice de l'architecture technique, ce qu'on a grandement apprécié récemment, puisque depuis le début de l'année, on a subi différentes coupures et problèmes électriques qui sont liés aux fournisseurs sur le territoire de Versailles, on a pu constater la qualité du support Follow the Sun de HPE, puisqu'on a réussi à avoir des intervenants immédiatement, que ce soit à 2h, 4h, 5h du matin, et de tout niveau, niveau 1, niveau 2, niveau 3, des prises en main constantes, un vrai suivi. On a vraiment apprécié quand vous êtes dans la technique, qu'il est 2h du matin, vous avez commencé à travailler à 7h la veille, à 7h du matin, donc vous arrivez bientôt à 24 heures non-stop, avoir un interlocuteur de qualité qui prend vraiment en considération immédiatement votre appel, parce que à 8h vous avez les services à la population qui vont rouvrir et que vous avez impérativement besoin que toute la baie soit remontée, c'est vraiment appréciable. Ça vous permet de déstresser et vraiment de compter sur un support de qualité, c'est primordial. Au-delà de ça, les équipements sont nettement plus performants que ce qu'on possédait. Donc en termes de réponse, ils sont vraiment au-dessus du lot, au-dessus de ce qu'on avait. Je pense qu'aussi le flash permet de donner une nouvelle jeunesse sans avoir à réécrire les applications, donc notamment au niveau du ressenti de l'utilisateur, le fait de passer sur une infrastructure, le fait de l'accès à la database. Et, je dirais, est-ce que vous avez vécu ce même genre d'expérience? Alors, nous, on n'a pas, l'utilisateur du moins, pour lui, ça a été assez transparent. Nous, en termes de technique, de migration de VM, d'administration courante, on l'a vraiment ressenti. Pour l'utilisateur, c'est plus complexe que ça, parce que c'est lié aux applicatifs en eux-mêmes, à base de données Oracle et à tout ce qui va avec, à l'optimisation. Donc, il ne peut pas le percevoir immédiatement. Il voit dans la globalité que tout marche mieux. Il faut dire on a changé énormément de choses et pas que le stockage, mais on peut pas rationnellement rattacher ou demander à ce que l'expérience utilisateur, lui, le rattache uniquement au système de stockage. Un autre point qui est intéressant, je pense, à noter, c'est l'intégration en fait, native du PRA, donc au travers de 3 parts persistantes, qui permet donc, de faire l'application synchrone entre deux sites. Vous l'avez mis en œuvre, je pense. On l'a mis en œuvre et on a découvert aussi, comme avec tout équipement, des déconvenus, puisque tout ne fonctionne pas évidemment parfaitement du premier coup. Typiquement, sur le système 3 parts, il faut que la coupure au niveau du quorum soit franche et des deux côtés pour que la bascule se fasse automatiquement. Donc c'est des choses qui sont performantes, qui sont cohérentes, en revanche qui ne sont pas forcément pratiquées par tous les éditeurs. Donc nous-mêmes, ça nous oblige quand on acquiert un nouvel équipement comme celui-là, à mettre en considération notre structure et notre infrastructure, y compris l'infrastructure électrique. Dernière question, est-ce que je sais que nos amis
urbanistes aiment bien les chiffres. Est-ce qu'il y a des taux de disponibilité que vous avez pu mesurer avec la mise en œuvre de cette technologie de câble assistant? Pour l'instant, on ne les a pas mesurés. On est en cours de mesure puisqu'on est en cours de processus de certification et pour cela, on a besoin de les mesurer. Mais la dernière refonte, puisqu'on ouvre notre 3e salle serveur en avril, et c'est à partir de là que les benches vont être conséquents. Aujourd'hui, les benchmarks qu'on a, ils ne sont pas parlants parce qu'on provoque des coupures nous-mêmes volontairement. D'accord. Merci Guillaume. Geoffrey, vous avez lancé il y a quelque temps un RFP consolidation et d'intégration de plateformes virtuelles, les 3 entités de cloud d'Île-de-France et aussi donc, en phase 2 dans ce RFP d'un PRA. Est-ce que vous pouvez nous donner, rappeler un peu le contexte de ce projet dans un premier temps? Oui, donc dans le cadre du projet de mutualisation, plutôt que d'avoir pour les 3 CROUS de France, c'est-à-dire le CROUS de Créteil, le CROUS de Paris et le CROUS de Versailles, plutôt que d'avoir, c'est un projet de France, plutôt d'avoir 3 data centers en production et 3 data centers en PRA, donc c'est-à-dire un peu du gâchis. Donc on a mis en projet de mutualiser tout cela. C'est-à-dire que les 3 CROUS vont avoir, on va dire, un data center en production et un data center pour le PRA. Ça permettrait de diminuer de façon significative la partie budget, de rehausser la partie technologique de l'ensemble des 3 CROUS. Donc ce projet a été lancé en début 2017. Donc on a étudié les différents types de composants, de stockage, de services qui existent. Et aussi on a fait une expertise, un audit interne sur les 3 CROUS pour voir les salles en question qui sont susceptibles d'accueillir les 2 data centers. C'est-à-dire l'étude a montré que sur les 3 CROUS, le seul data center qui soit à peu près c'est celui de Paris, il manque un second data center. Donc le CROUS de Créteil doit en principe accueillir fin 2018 voire 2019 la construction d'un nouveau data center. Donc à terme, on aura 2 data centers au niveau de France pour les 3 CROUS. Donc plutôt que de s'arrêter uniquement pour la partie data center, nous avons aussi convergé pour avoir une même infrastructure. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé un appel d'offres concernant la partie stockage et serveur. Étant donné que le CROUS de Paris était déjà sur VMware, le CROUS de Versailles est aussi déjà sur VMware, donc on a plutôt penché sur cette solution puisqu'on a déjà des licences. Vous êtes un utilisateur, vous avez fait le choix en fait, de Nimble Storage. Qu'est-ce qui vous a amené en fait, à retenir cette technologie? Nous avons essayé d'étudier pas mal de solutions sur le marché et nous avons aussi testé pas mal la belle Nimble. Ce qui nous a le plus marqué, c'est la partie InfoSec qui était vraiment innovant à l'époque. Aujourd'hui d'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont ça. Et dans notre cas de figure, c'est-à-dire qu'on est nous avons 3 DSI qui sont à terme amenés à administrer la même donnée. Donc il faut qu'on sache qui consomme le plus, qui génère des problèmes dans la baie. Et aujourd'hui, nous avons une possibilité via un concept de voir quel serveur a un impact majeur sur la baie, au niveau des AD, au niveau de temps de latence, au niveau du process, etc. De façon simple. On n'a pas besoin d'être ingénieurs tous pour essayer de voir, parce qu'on a des équipes très réduites au niveau IT. Et grâce à un concept, ça permet d'avoir vraiment une visibilité importante sur la machine qui consomme le plus et voir avec le DSI en question pourquoi cette machine consomme autant, voire mettre peut-être des restrictions sur la consommation pour que les autres CROUS ne soient pas gênés par l'un des serveurs en question. Effectivement, bon, le choix de 3 phares, c'est pas juste parce qu'avant on avait beaucoup de VA. À chaque fois qu'on fait des changements technologiques, il faut remettre les coups sur le métier et regarder un petit peu ce qui existe, pas juste garder des bonnes ou des mauvaises habitudes. Donc on a refait effectivement un RFP assez pointu, un POC assez pointu, avec divers produits du marché, enfin les grands ténors, les 5 participants à ce POC, avec pour nous 2 critères majeurs. Le premier, c'est clairement tout ce qui tourne autour de la
disponibilité, notamment les mécanismes de PRA, PCA, etc. Et donc, on avait déjà des ébauches dans les versions OVA, surtout dans les dernières versions du firmware, mais avec effectivement les solutions 3 parts, etc. Nous, on a une stratégie qui est de construire systématiquement nos data centers en paire pour avoir justement capacité de résister à un sinistre majeur. Et les solutions de réplication synchrone proposées par les 3 parts répondent tout à fait au niveau de service et aux besoins de nos utilisateurs. Donc, un alignement assez clair entre ce qu'on vend aux clients et ce qu'on est capable de produire, ce qui est quand même un petit peu rassurant. La deuxième chose, donc ça c'est le premier critère de choix, donc, parce que entre la théorie et la pratique, les mécanismes de réplication, c'est pas toujours aussi vrai que dans les white papers. Donc on a tiré sur les prises, on a fait des pannes franches, des pannes moins franches, hein, parce que c'est souvent là que c'est très compliqué. Et clairement, notre choix s'est porté sur les technos 3 parts au niveau du marché. Le deuxième critère important pour nous, c'est effectivement tout ce qui tourne autour de la supervision, puisque la plupart de nos baies sont en général mutualisées. Aujourd'hui, le cloud, en principe, c'est une mutualisation la plus forte possible pour réduire les coûts. Et qui dit mutualisation, dit après, il faut quand même pouvoir ressortir donc tous ces intervenants sur une même baie ou sur un même CPU, qui fait quoi, d'où viennent les problèmes, pour éventuellement les détecter ou pour éventuellement facturer à l'usage, etc. Et donc tous les outils de supervision et d'administration sont pour nous des éléments clés. Et à travers déjà les outils existants et puis surtout les prémices qu'on a pu voir à l'époque au niveau des futurs outils qui arrivent maintenant, on constate déjà des retours très clairs en termes de temps d'administration et surtout d'identification des problèmes. Parce qu'il ne faut pas se cacher la vérité, dans tout système d'information, tous les jours, il y a des problèmes, et c'est quelque part une valeur ajoutée que de les résoudre. Et si on peut les résoudre plus facilement, plus simplement et plus rapidement, c'est pour le bénéfice de tout le monde. Donc clairement, le deuxième critère majeur de choix sur 3 parts, c'était les outils existants et les outils annoncés, donc de mettre de l'IA pour automatiser toute la maintenance et l'évolution des baies, puisque ce qui coûte cher dans l'informatique, certes, il faut payer les baies, mais il faut surtout payer les hommes. Et donc sur des volumes importants et sur du cloud, l'idée quand même, c'est de réduire la part de l'individu pour des questions de coût, et puis aussi de quelque part, c'est souvent l'erreur vient plus de l'homme que de la machine. Donc si l'intelligence artificielle peut nous aider, nous on est tout à fait preneurs. Merci Gilles. Xavier, donc en décembre 2016, vous avez lancé un RFP pour trouver un nouveau hébergeur de données de santé dans un mode résilient. Vous pouvez nous parler de ce projet, de ce contexte? Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, nos données, les données des opticiens sont catégorisées données de santé et donc doivent être hébergées par des professionnels qui ont l'agrément d'hébergement de données de santé. Nous étions en fin de contrat avec notre hébergeur précédent, et donc nous avons relancé, comme on le fait généralement sur les structures de coûts qui sont conséquentes, nous avons lancé un nouveau RFP pour confirmer ou changer. Et donc, Dista a répondu à ce RFP et l'a même remporté d'ailleurs. Et donc, sur la base d'une architecture à base de stockage 3 parts et de serveurs HPE qui nous a permis d'apporter la disponibilité qu'on attendait pour notre application et donc pour l'application Convergence dont nous parlions tout à l'heure, donc pour les 6000 opticiens qui l'utilisent tous les jours, 6 jours sur 7, et même éventuellement 7 jours sur 7, on va peut-être une centaine de magasins qui sont ouverts même le dimanche, donc une application qui est vraiment utilisée 7 jours sur 7 avec qui nécessite un très fort niveau de disponibilité, puisque aujourd'hui, sans informatique, il ne nous est pas possible de vendre des verres qui sont devenus des produits extrêmement techniques, avec un nombre de combinaisons d'articles possibles qui est démultiplié. Et donc sans informatique aujourd'hui, on ne sait plus vendre de montures. On peut faire une approximation, on peut donner des idées de choisir une monture, ça c'est évident, mais faire la vente complètement, on ne sera pas capable de le faire.
Donc voilà, et depuis que la migration a été terminée le 3 décembre 2017, nous sommes pleinement satisfaits à la fois des performances, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, sur une même application qui a juste changé d'infrastructure, nous avons vu une véritable amélioration des performances et un niveau de disponibilité qui est tout à fait conforme à ce qu'on nous attendait. Je pense que dans le succès d'un projet, il y a la technologie, mais il y a aussi les hommes. Je pense que ce qui a fait la différence avec Alissa, je pense que c'est aussi l'écoute, la proximité, et je pense que aussi la notion de service provider locaux, c'est la richesse, et ce qu'on a besoin ce que demandent beaucoup d'entreprises. Alors tout à fait, effectivement, aujourd'hui je suis très content des performances apportées par la plateforme, mais l'appel d'offres c'est réellement gagné, à mon sens, sur effectivement des engagements humains et sur un niveau de service qui a été proposé par Adista, qui était supérieur à ce qu'on pouvait connaître auparavant, et effectivement la proximité qu'on peut avoir avec les équipes fait vraiment la différence. On verra la possibilité d'une boîte, parce qu'à un moment donné, par rapport aux différentes informations que j'ai eues, la paix permettrait en principe de faire un plus synchrone. Donc, quand le message sera construite, on se penchera au niveau PRA ou PCRA suivant les possibilités de la baie, et on mettra les technologies nécessaires pour améliorer la redondance. Voilà. Sinon, au niveau calendrier proche, juste pour information, donc, la Benimba est en production depuis décembre 2017. Le cruise de Paris est totalement mis dessus. En principe, courant 2018, le cruise de Crète va venir au-dessus. Et en principe, si tout se passe bien, avant début 2019, le cruise de Bercy va venir au-dessus. Donc, avant de monter en charge de façon significative dans l'année qui va suivre. Voilà. Merci. Gilles, avant de poser la question des prochaines étapes de développement, il y a un élément que je voulais aborder, c'est donc vous êtes membre du Cloud 28+, qui est, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est une communauté qui regroupe communauté autour du cloud, qui regroupe aujourd'hui, alors ça n'arrête pas de bouger, en fait, j'ai demandé la mise à jour et il y a 560, donc c'est au niveau global, au départ c'était européen, maintenant c'est worldwide. Il y a plus de 570 membres à travers le monde et qui, un équivalent d'un catalogue de services de plus de 20 000 services cloud publiés et qui sont donc délivrés au travers de plus de 280 data centers. Donc c'est cloud de cloud, parce qu'en fait ce qu'on se rend compte, c'est que la puissance est là, mais c'est plutôt l'exposition de ces services qui est un frein. Et donc un des objectifs de Cloud 28+, c'est d'exposer, de créer cette communauté d'échange. Un des problèmes pour des gens comme nous, effectivement, c'est la communication et la diffusion de nos capacités et de nos produits. Et donc, à travers Cloud 28+, l'idée, c'est effectivement c'est une place de marché, un store, dans un Apple Store sur un smartphone, de proposer des services, disons, de niveau supérieur, c'est-à-dire qui utilisent des infrastructures cloud et presque en mode SaaS, je dirais, de façon à pouvoir diffuser sur des bases beaucoup plus larges que le niveau franco-français, par exemple, ces applications ou ces services qui tournent sur essentiellement des hardware HP. Et nous, on a quelques services au catalogue, même si on est plus un hébergeur qui travaille avec des clients français et plus en offre sur mesure. On a quand même quelques services qui bénéficient du Cloud 28+. C'est des services pré-packagés qui sont consommables tels quels. Simplement un login de mot de passe, et puis on peut utiliser les services. Et nous, les services qu'on a publiés dessus tournent autour de tout ce qui tourne autour de la communication Wi-Fi. On a fait un choix de se spécialiser par rapport à Cloud 28+ sur ces services de communication Wi-Fi. J'ai bien une question pour la société Adista. C'est quoi le grand chantier, le prochain chantier de développement? Alors, c'est tous les jours, et voilà, puisqu'en fait, pour un hébergeur, il faut toujours être au top, rester
être trop devant parce que c'est pas vendable, mais quand même toujours au bon endroit. En stockage, le sujet principal aujourd'hui, on a encore une trentaine de BEVA, donc ça veut dire qu'il y aura du renouvellement dans les mois et les années qui viennent. On s'intéresse aussi beaucoup au stockage objet, puisque ça commence à être une demande d'un certain nombre de nos clients. Et puis l'idée, c'est quand même, comme je le disais tout à l'heure, d'essayer d'avoir un outil un petit peu unifié pour que tout ça soit gérable, puisque sinon, ça veut dire qu'il faut un administrateur par type de baie. Il en faut 2 ou 3 pour assurer la redondance, etc. Et ça devient très compliqué dans la vie de tous les jours. Donc nous avons des gens intéressés par des outils un petit peu globaux, s'ils peuvent être des fois même multi-constructeurs, c'est pas forcément plus mal, parce que sinon ça oblige à spécialiser, à former beaucoup de monde. Et donc là, avec la gamme d'aujourd'hui, le SSD est devenu effectivement incontournable. Mais il y a encore des besoins volumiques qui, pour l'instant, ne sont pas encore accessibles au SSD pour des questions quand même de coût. Quand il n'y a quand même pas besoin de performance, je pense qu'il faut être capable de se freiner quelque part et revenir à des technos peut-être hybrides, par exemple, qui sont en rapport qualité-prix tout à fait pertinent. Merci. Xavier, même question, en fait, la vision de comment vous voyez dans 5 ans le métier avec le digital. On voit que le digital s'est approprié ce marché. Mais comment vous voyez, puisque c'est... Notre avenir, effectivement, c'est de continuer sur toute la partie innovation, sur la partie innovation produit, c'est-à-dire en proposant des produits optiques qui sont toujours plus performants pour un meilleur confort visuel des clients. Mais c'est également travailler sur la partie innovation technique et technologique, apporter toujours plus de services pour se démarquer de ceux qui travaillent plus sur le prix, qui font du low cost. Donc nous, notre position, c'est plus de services et des produits toujours plus performants. Je voyais en regardant un petit peu, en préparant, il y a la notion de personnalisation. On peut préparer ses lunettes, même faire la signature et aller l'essayer en magasin. Exactement. Donc il y a vraiment ce bout en bout d'expérience. Tout à fait. C'est essayer de continuer à travailler aussi sur la partie e-commerce. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste une part de marché extrêmement faible, puisqu'il y a aujourd'hui, pour vendre des produits très très haut de gamme, avoir juste une photo prise avec un webcam d'un ordinateur portable, c'est pas suffisant. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille pour essayer de trouver des algorithmes toujours plus performants qui vont permettre de créer des verres haut de gamme, même avec une qualité d'image standard. Donc c'est nos chantiers. On est déjà présent sur le e-commerce, parce que sur le site chris.com, on peut déjà acheter ses lunettes en ligne. En revanche, on n'a pas forcément pas forcément avoir la même qualité qu'un magasin. Donc c'est quelque chose qu'on travaille pour pouvoir se différencier de la concurrence.